Vous n'avez jamais été totalement immobile dans votre vie entière. Même assis confortablement en ce moment, vous vous sentez parfaitement stable, ancré sur un sol solide. En réalité, vous êtes emporté dans une chute vertigineuse, projeté à travers une obscurité sans fin. Vous traversez le grand vide cosmique à une vitesse terrifiante, sans ressentir le moindre souffle ni la moindre secousse. Cette danse céleste silencieuse nous rappelle sans cesse l'immensité monstrueuse qui nous entoure et nous isole. Face à cet abîme écrasant, l'esprit humain a refusé d'accepter son confinement. Nous avons conçu une machine théorique suprême, une bulle capable de déformer l'espace lui-même, dans l'espoir désespéré de dompter ces distances incommensurables. Mais cette invention vertigineuse dissimule un piège effroyable, un paradoxe qui anéantit nos rêves d'exploration. Depuis des décennies, la science-fiction promet que nous pourrons plier l'univers comme une feuille de papier, effaçant ainsi les barrières qui nous séparent d'autres mondes. Nous voulons désespérément croire que la technologie finira par vaincre l'espace absolu. Pourtant, la physique fondamentale dresse un mur invisible et terrifiant. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'est réellement le moteur à distorsion et pourquoi il ne nous sauvera même pas des distances insondables entre les étoiles. Nous plongerons dans les mathématiques d'une bulle spatio-temporelle, examinerons les limites absolues de l'énergie et révélerons le danger mortel caché au cœur de cette merveille théorique. Ce voyage mettra à l'épreuve notre compréhension de l'univers et notre place infime dans son immensité glaciale. Préparez-vous à confronter une réalité vertigineuse. Avant de partir, dites-nous en commentaire depuis quel endroit du monde regardez-vous le ciel et quelle heure il est chez vous en ce moment. Si vous aimez explorer les immensités qui nous entourent, abonnez-vous à la chaîne, c'est ce qui nous permet de continuer ce travail de vulgarisation. En route pour le vide cosmique. Pour comprendre l'impossibilité vertigineuse du moteur à distorsion, il faut d'abord observer comment la physique classique a tenté de conquérir le cosmos. Au XIXe siècle, une conviction profonde s'est enracinée. N'importe quelle distance pouvait être vaincue par l'ingénierie. Nous avions conquis les océans et percé les montagnes. Pourquoi les étoiles seraient-elles différentes? L'espace était perçu comme une mer placide qu'il suffisait de traverser en construisant un navire de métal et en brûlant assez de carburant. L'équation semblait évidente. Plus nous voulions aller loin, plus nous devions concevoir un moteur thermique puissant. Les premiers visionnaires regardaient le ciel nocturne avec cette assurance naïve. Nous étions convaincus que la colonisation interstellaire n'était qu'un défi technique temporaire. La science, pensions-nous, nous donnerait les clés de l'univers, et nos fusées finiraient par sillonner la Voie lactée avec la même facilité que nos navires marchands traversèrent l'Atlantique. Mais, en 1903, un brillant professeur de mathématiques russe, Konstantin Tsiolkovsky, publie discrètement un travail théorique fondamental qui va pulvériser cet optimisme naïf et plonger l'astronautique dans une crise profonde. Tsiolkovsky formule l'équation fondatrice de la propulsion spatiale, universellement connue aujourd'hui sous le nom d'équation de la fusée. Ce qu'il découvre dans la froideur de ses calculs n'est pas une solution libératrice, mais une prison absolue. L'équation démontre une cruauté inévitable des lois du mouvement dans le vide. Pour accélérer un objet de manière conventionnelle dans le milieu interstellaire, il faut appliquer le sacro-saint principe d'action et de réaction. Vous devez éjecter continuellement de la masse vers l'arrière pour avancer vers l'avant. C'est ici qu'intervient un concept technique crucial appelé
la fraction de masse de propergol. En termes simples, cela désigne le pourcentage précis du poids total de votre vaisseau spatial qui doit être exclusivement constitué de carburant chimique. Non, la tragédie mathématique réside dans le fait que, pour transporter ce carburant indispensable à votre propulsion, vous avez inévitablement besoin d'encore plus de carburant pour le pousser au début du voyage, car le carburant lui-même est atrocement lourd. Imaginez que vous deviez traverser un désert de feu d'une immensité écrasante en portant un sac à dos. Pour avoir l'énergie de faire ne serait-ce que quelques pas sous le soleil brûlant, vous devez emporter de lourdes bouteilles d'eau. Mais l'eau elle-même pèse si lourd sur vos épaules qu'elle vous épuise immédiatement, vous obligeant à emporter 10 autres bouteilles juste pour avoir la force musculaire de porter les premières. Oh, très rapidement, dans une spirale vicieuse, votre sac à dos devient si monstrueusement massif qu'il vous écrase impitoyablement sur le sable brûlant avant même que vous n'ayez pu entamer votre périple. C'est exactement la tyrannie exponentielle que subit chaque vaisseau spatial conçu par l'homme. Si nous décidons d'envoyer un groupe d'astronautes vers notre plus proche voisine stellaire, l'étoile Proxima du Centaure, en utilisant une propulsion chimique conventionnelle, et si nous voulons y arriver en un temps raisonnable d'une seule vie humaine, en voyageant par exemple à 10% de la vitesse de la lumière, les mathématiques deviennent hystériques. La masse de carburant brut requise pour propulser une telle expédition dépasserait extrêmement rapidement la masse totale de tout l'univers observable. Des milliards de galaxies entières faites exclusivement de carburant seraient nécessaires, juste pour espérer propulser une petite capsule métallique vers l'étoile la plus proche de notre système. Tsiolkovsky avait prouvé, sans le vouloir, que l'univers nous avait placés en quarantaine stricte. L'espace interstellaire n'est décidément pas un océan accueillant, c'est un mur mathématique impénétrable qui punit très sévèrement toute tentative de le traverser par la seule force brute. Le paradigme glorifié de la propulsion classique était mort. Pendant presque tout le XXe siècle, la physique classique déclarait solennellement que les étoiles lointaines étaient hors de notre portée à tout jamais. Le monde académique s'est résigné à cette sombre vérité pendant de longues décennies. La science-fiction, bien sûr, a continué de rêver sans retenue de voyages superluminaux, audacieux et de flottes galactiques. Mais les physiciens sérieux regardaient ces histoires fantaisistes avec un sourire condescendant, les jugeant physiquement impossibles. Jusqu'à une nuit fatidique de 1994. Le physicien théoricien mexicain Miguel Alcubierre, alors jeune chercheur à l'université de Cardiff, au pays de Galles, regarde calmement un épisode de la célèbre série télévisée Star Trek. Il observe le vaisseau spatial de la fiction glisser à travers les étoiles sans la moindre difficulté apparente. Et c'est à cet instant précis que le monde de la physique bascule dans l'inconnu. Alcubierre s'assoit brusquement à son bureau et commence à noircir des pages entières d'équations complexes et de dérivations tensorielles. Il réalise soudainement qu'il ne faut pas essayer d'améliorer lamentablement les fusées existantes. Il faut pirater le tissu géométrique de l'univers lui-même. Il s'empare des formidables équations du champ de la relativité générale publiées par Albert Einstein en 1915. Habituellement, ces équations dictent une règle absolue et inviolable. Aucun objet doté d'une masse ne peut voyager plus vite que la lumière à l'intérieur de la trame de l'espace, car franchir cette limite exigerait une énergie infinie, ce qui est physiquement absurde.
Alcubierre introduit alors un outil mathématique novateur appelé la métrique de l'espace-temps, qui définit concrètement et mathématiquement comment les distances et les durées se mesurent, s'étirent et se déforment dans une région donnée de l'univers. En manipulant très habilement cette métrique théorique, il contourne majestueusement la limite de vitesse universelle. Alcubierre publie un article scientifique rigoureux qui provoque une onde de choc retentissante dans tous les laboratoires de physique du monde. Il démontre de façon mathématique qu'il est tout à fait possible de se déplacer à des vitesses superluminiques, non pas en propulsant un vaisseau à grande vitesse à l'intérieur de l'espace, mais en déplaçant la structure de l'espace lui-même avec le vaisseau. Son idée fondatrice est de contracter violemment et artificiellement l'espace-temps directement devant le vaisseau spatial et de l'étendre de manière symétrique et massive juste derrière lui. Le vaisseau reste parfaitement immobile, douillettement encapsulé dans une petite bulle d'espace plat et non déformé, à l'abri des gigantesques forces gravitationnelles extérieures. Pensez à un très long tapis roulant mécanique dans un immense terminal d'aéroport international. Si vous marchez sur le sol normal de l'aéroport, vous vous fatiguez rapidement et votre vitesse globale est misérablement limitée par la puissance de vos jambes. Mais si vous vous tenez parfaitement immobile au centre de la bande du tapis roulant, c'est l'architecture du sol elle-même qui se déplace physiquement sous vos pieds, vous propulsant d'un bout à l'autre du terminal à une vitesse fulgurante et sans aucun effort de votre part. Dans ce modèle cosmologique révolutionnaire, la trame de l'espace-temps devient exactement ce tapis roulant cosmique. À l'intérieur de cette fameuse bulle de distorsion, les courageux astronautes ne ressentiraient aucune secousse violente, aucune force centrifuge, ni accélération mortelle qui pourrait les broyer. Ils pourraient flotter paisiblement en impesanteur et observer les étoiles pendant que la géométrie fondamentale de la réalité se plie et se déchire sauvagement autour d'eux. Cette intuition magistrale a instantanément ressuscité l'espoir de conquête. L'équation cruelle de Tsiolkovsky était enfin magnifiquement contournée. L'humanité croyait enfin tenir les clés définitives de la liberté galactique, car les mathématiques audacieuses d'Alcubierre fonctionnaient de manière irréfutable sur le papier, prouvant que l'espace pouvait théoriquement être manipulé de cette merveilleuse façon. C'est précisément ici que l'illusion enivrante s'effondre de tout son poids. Non, pendant des décennies, nous avons cru que l'équation d'Alcubierre n'était qu'une élégante curiosité mathématique, intraitable dans le monde réel. Mais au début des années 2010, il est apparu que cette théorie tensorielle pouvait être testée physiquement dans un laboratoire. Nous quittons ici le monde abstrait des immenses équations sur des tableaux noirs pour entrer dans la réalité rugueuse et implacable de l'ingénierie avancée. L'épicentre de cette transition se trouvait au Johnson Space Center de l'Agence spatiale américaine à Houston, au Texas. Au fond du bâtiment 15, loin des hangars d'assemblage, se trouvait une installation confidentielle appelée EagleWorks, le laboratoire de physique avancée de la propulsion. Oubliez les images de flammes et de pas de tir. Le dispositif d'EagleWorks était d'une délicatesse absolue, une chambre isolée de toute interférence électromagnétique, reposant sur des piliers pneumatiques conçus pour absorber la moindre vibration sismique générée par les routes environnantes. Au centre de cette pièce obscure se trouvait une table optique flottante, couverte de miroirs de précision et de lentilles méticuleusement alignées. C'est exactement ici, en 2012,
que le physicien en chef de l'agence spatiale américaine, le Dr Harold G. White, a mené une expérience historique. Sa mission n'était pas de construire un vaisseau, mais de prouver que l'on pouvait déformer la métrique de l'espace-temps artificiellement à une échelle microscopique. Pour accomplir cet exploit sans précédent, White a assemblé un dispositif extraordinairement sensible que nous appelons l'interféromètre de champ de distorsion. L'interférométrie est une technique de mesure optique d'une précision diabolique. Le fonctionnement de l'appareil est brillant. Imaginez qu'un puissant laser hélium-néon rouge est allumé dans le silence du laboratoire. Ce faisceau de lumière concentrée frappe un miroir semi-réfléchissant qui le divise en deux rayons identiques. Le rayon A, faisceau de référence, voyage sans encombre à travers un espace vide. Le rayon B, cependant, est dirigé très précisément à travers le centre d'un épais anneau de condensateur en céramique, soumis à des dizaines de milliers de volts continus. Ce champ électrique intense avait pour but unique de créer une infime perturbation de l'espace-temps, une distorsion artificielle de la réalité métrique. Le laser utilisé ne tolère aucune fluctuation de puissance. Il doit tirer avec une pureté absolue pour que la recombinaison finale des ondes soit lisible sur l'écran du capteur. Si cet anneau haute tension parvenait effectivement à créer une microbulle de distorsion, l'espace physique situé à l'intérieur de l'anneau se contracterait très légèrement. Par conséquent, le rayon B aurait une distance physique légèrement plus courte à parcourir que le rayon A, bien que tous deux voyagent à la vitesse absolue de la lumière. Lorsque les deux rayons se recombinent finalement sur le capteur numérique à l'autre bout de la lourde table, ils créent un motif visuel d'interférence. Si les rayons sont parfaitement synchronisés, cela signifie que la géométrie fondamentale de l'espace est restée plate et imperturbable. Mais s'ils sont infimement déphasés d'une fraction de longueur d'onde, cela prouve irréfutablement que la structure intime de l'espace a été froissée par l'appareil. Pensez à deux coureurs olympiques parfaitement identiques qui s'élancent au même dixième de seconde sur deux pistes d'athlétisme parallèles et droites de 100 mètres. Si quelqu'un parvient secrètement à comprimer la piste de course B comme un accordéon pour qu'elle ne mesure plus que 99 mètres, le coureur B franchira la ligne d'arrivée une infime fraction de seconde plus tôt, bien qu'il n'ait absolument pas couru plus vite que son adversaire. Ce décalage temporel flagrant à l'arrivée trahit incontestablement la modification physique de la piste elle-même. Harold White cherchait désespérément cette signature précise, ce microscopique déphasage lumineux qui annoncerait la naissance triomphante d'une nouvelle ère pour la civilisation humaine. Mais la nature de ce que l'équipe espérait trouver et les conclusions dévastatrices qui allaient émerger de ces intenses années de recherche allaient révéler un monstre conceptuel redoutable caché au cœur même des mathématiques. Le véritable choc inattendu est venu de la nature singulière de l'énergie requise pour froisser l'univers. Les calculs initiaux de Miguel Alcubierre, publiés en 1994, comportaient une exigence colossale. Pour générer la courbure spatio-temporelle nécessaire pour transporter un vaisseau de la taille modeste d'un avion de ligne, il fallait concentrer une quantité d'énergie totalement absurde, équivalente à la conversion totale de la masse de la gigantesque planète Jupiter en énergie pure. Mais la véritable horreur scientifique n'était pas l'incommensurable quantité, c'était la nature profonde de cette masse. L'équation tensorielle exigeait impérativement l'utilisation massive de ce que les physiciens quantiques appellent la matière exotique à masse négative. Dans notre expérience,
toute matière possède une masse positive. La gravité tire invariablement ces masses les unes vers les autres. Mais la matière exotique à masse négative viole notre bon sens. Si vous teniez une pomme de matière exotique dans votre main et la lâchiez, elle ne tomberait pas sous l'effet de la gravité. Elle serait immédiatement et violemment repoussée par la masse de la Terre et tomberait vers le haut, accélérant vertigineusement vers le ciel. Cette matière hypothétique possède des propriétés d'antigravité spectaculaires qui génèrent une immense pression négative, une tension vitale et indispensable pour étirer violemment la trame de l'espace-temps à l'arrière du vaisseau d'Alcubierre. Le problème dévastateur est que, bien que la mécanique quantique autorise théoriquement l'existence de très infimes quantités d'énergie négative à des échelles subatomiques pendant des fractions microscopiques de nanosecondes grâce à l'effet Casimir, rien dans la nature ne prouve que l'on puisse en récolter des centaines de kilogrammes stables. En 2012, Harold White avait brillamment réussi à manipuler les équations pour épaissir artificiellement la paroi théorique de la fameuse bulle de distorsion, la faisant ressembler davantage à une épaisse bouée de sauvetage plutôt qu'à une fine bulle de savon fragile. Ce simple ajustement géométrique a miraculeusement réduit le besoin en énergie d'une masse équivalente à Jupiter à une masse équivalente à celle de la vieille sonde spatiale Voyager, soit approximativement 700 kg. C'était assurément un triomphe mathématique, mais il exigeait toujours ces fameux 700 kg d'une matière négative qui n'existe très probablement pas, à l'échelle macroscopique, dans tout notre univers, pour couronner ce désastre théorique et sceller le destin de l'exploration galactique. Un groupe de recherche indépendant, appelé Applied Physics, dirigé par les physiciens Alexei Bobrik et Gianni Martir, a publié en 2021 une étude implacable et exhaustive sur la métrique précise des moteurs à distorsion. L'équipe d'Applied Physics a rigoureusement démontré qu'il est physiquement possible de construire d'authentiques bulles de distorsion physique en utilisant uniquement de l'énergie positive tout à fait ordinaire. Bobrik et Martir ont d'ailleurs établi une classification formelle complète des moteurs à distorsion. Cette annonce a d'abord suscité un enthousiasme débordant. Mais le couperet acéré est tombé immédiatement dans les lignes suivantes. Ils ont mathématiquement prouvé au-delà de tout doute qu'un moteur à distorsion, fonctionnant exclusivement à l'énergie positive, sera strictement, et pour l'éternité, sous-luminique. Il ne pourra jamais, par la définition fondamentale de sa propre géométrie, égaler ou dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. Le grand rêve d'atteindre les étoiles lointaines en quelques jours nécessite obligatoirement cette introuvable énergie négative exotique. Le majestueux moteur à distorsion s'est dramatiquement révélé être l'équivalent cosmologique d'une incroyable voiture de course parfaite pour laquelle notre univers a simplement oublié de créer le carburant adéquat. L'humanité a découvert les plans mathématiques d'un pont merveilleux vers les étoiles, mais nous avons simultanément découvert que les matériaux vitaux nécessaires pour le construire n'existent probablement pas dans notre réalité physique. Pire encore, cette absence cruelle de carburant exotique miraculeux n'est même pas le problème le plus grave de la distorsion. Le véritable cauchemar scientifique, d'une brutalité inimaginable, commence au moment très précis où vous tentez d'allumer le moteur. En 2021, la recherche scientifique internationale a définitivement prouvé que la quête expérimentale d'EagleWorks se heurtait fatalement à un mur énergétique infranchissable, condamnant les moteurs à énergie positive à ramper sous la vitesse de la lumière.
Mais cette amère désillusion mathématique n'était que le début de notre effroi conceptuel. L'héritage terrifiant de l'interférométrie de Harold White et des calculs théoriques fondateurs de Miguel Alcubierre ne résidait pas exclusivement dans l'absence criante de carburant exotique. Les données théoriques complexes qui ont émergé de ces années de modélisation informatique acharnée ont révélé ce qui se passerait concrètement si vous réussissiez, par un miracle technologique inimaginable, à allumer un véritable moteur supraluminique. Le résultat n'est pas un noble vaisseau d'exploration, glissant dans la nuit galactique, comme la culture populaire nous l'a promis. C'est au contraire une monstruosité anatomique, effroyable, qui viole violemment notre relation fondamentale avec la réalité physique elle-même. Pour comprendre l'ampleur véritable de cette horreur scientifique, il faut disséquer froidement et chirurgicalement l'anatomie intime d'une bulle de distorsion spatio-temporelle. Elle n'est absolument pas une simple sphère magique protectrice. Elle est en réalité composée de 3 couches géométriques et anatomiques distinctes, chacune soumise à des lois physiques radicalement différentes et implacables. La première couche est ce que nous appelons la plaine intérieure. C'est très exactement là que se trouve physiquement votre vaisseau spatial. À l'intérieur de cette région centrale privilégiée, l'espace-temps est maintenu parfaitement plat, calme et imperturbable. Si vous étiez à bord, les astronautes y flotteraient paisiblement en apesanteur. Vous ne ressentiriez aucune force gravitationnelle écrasante, aucune force centrifuge, ni aucune accélération mortelle, et cela même si la bulle globale se déplace extérieurement à 1 million de fois la vitesse absolue de la lumière. Vous pourriez sereinement y verser une tasse de café brûlant sans en renverser une seule goutte sur la console de navigation. Tout semble d'une tranquillité trompeuse et absolue. La deuxième couche est le terrifiant mur de transition. C'est la coquille géométrique extrêmement fine et dense de la bulle, l'endroit précis et fatidique où l'espace-temps normal est brutalement tordu, sauvagement déchiré et comprimé à des niveaux d'énergie purement titanesques. C'est le cœur nucléaire, le siège géométrique du moteur à distorsion lui-même. C'est exactement ici que s'exerce le gradient de courbure. Le gradient de courbure est une mesure physique qui calcule la violence inouïe avec laquelle l'architecture de l'espace passe d'un état plat à l'intérieur de la cabine à un état sauvagement déformé et replié sur le bord extrême de la bulle. Les forces de marée gravitationnelle qui y règnent sont d'une brutalité si incommensurable que la toute moindre erreur mathématique de calibrage dans ce gradient, le moindre frôlement accidentel de la coque du vaisseau contre ce mur invisible, désintégrerait instantanément le métal lourd et l'équipage entier en un nuage d'atomes individuels, dispersés. La marge d'erreur pour votre survie physique n'est pas de quelques mètres, mais d'une simple fraction d'atomes. Enfin, la troisième couche est le chaos extérieur, c'est-à-dire le tissu de l'univers normal, froid, sombre et immense, qui défile à une vitesse inconcevable à l'extérieur de cette anomalie cosmique artificielle. Pensez à un redoutable ouragan tropical de catégorie 5 d'une puissance destructrice apocalyptique. Si vous avez le malheur de vous trouver dans ce système dépressionnaire, mais la chance géométrique d'être positionné exactement au centre de la tempête, dans ce qu'on appelle l'œil du cyclone, l'air ambiant est parfaitement calme. Le ciel au-dessus de vous est étonnamment dégagé et un petit oiseau pourrait y voler sans le moindre effort. Vous vous sentez en parfaite sécurité. Mais à quelques centaines de mètres de vous, seulement se dresse majestueusement le mur de l'œil.
un immense cylindre tournoyant de vent hurlant, de foudre aveuglante et de destruction aveugle et totale qui pulvérise absolument tout ce qu'il touche sur son passage. Dans le sombre vaisseau d'Alcubierre, vous êtes perpétuellement pris au piège dans l'œil étriqué d'un cyclone mathématique d'une violence insondable, priant fiévreusement pour que le mur tourbillonnant ne se referme jamais sur vous. Cette architecture paradoxale engendre des distorsions temporelles fascinantes, mais qui cachent un poison mortel. Dans le cadre théorique du vol spatial classique, décrit avec une grande précision par Albert Einstein, plus vous approchez de l'infranchissable vitesse de la lumière, plus le temps ralentit physiquement pour vous à bord de la fusée par rapport aux malheureux observateurs restés sur la planète Terre. C'est ce qu'on appelle la célèbre dilatation du temps, un phénomène relativiste solidement avéré. D'en haut, un voyage stellaire acharné proche de la vitesse de la lumière pourrait vous sembler ne durer qu'une seule année courte, alors qu'un millénaire entier, avec toutes ces guerres violentes et ces civilisations déchues, se serait écoulé sur Terre. Vous survivriez biologiquement, mais vous deviendriez un triste fantôme temporel errant. Mais le monstrueux moteur à distorsion pirate allègrement cette loi universelle. Puisque le vaisseau lui-même ne bouge absolument pas à travers l'espace local à l'intérieur de sa plaine intérieure plate, il n'y a rigoureusement aucune dilatation du temps relativiste. Si votre trajet risqué jusqu'à la galaxie géante d'Andromède dure exactement 2 mois pour votre équipage confiné, il durera exactement et mathématiquement 2 mois pour le centre de contrôle inquiet resté sur la Terre. Vos montres numériques restent éternellement et parfaitement synchronisées. Cela semble initialement être un avantage merveilleux et inespéré pour la colonisation humaine galactique. Fini les séparations tragiques et les décalages temporels insupportables qui déchirent les familles. Mais cette immobilité temporelle absolue cache un défaut de conception mortelle, un gouffre conceptuel effrayant. Parce que la gigantesque bulle déplace artificiellement l'espace beaucoup plus vite que la lumière, un phénomène géométrique cauchemardesque se forme instantanément à l'avant précis de votre vaisseau étincelant, l'horizon de causalité. Dans l'architecture stricte de la physique moderne, le principe fondamental de la causalité dicte de manière absolue qu'une cause initiale doit obligatoirement précéder son effet physique et que l'information, qu'il s'agisse d'un faisceau de lumière, de signaux radio-vitaux ou même de subtiles ondes gravitationnelles, ne peut absolument jamais voyager plus vite que la vitesse maximale et sacrée de la lumière dans le vide. Alors, lorsque votre volumineuse bulle de distorsion fonce à travers l'espace supraluminique, le bord géométrique avant de votre propre bulle protectrice se déplace mathématiquement plus vite que n'importe quel signal lumineux physique que vous pourriez désespérément émettre depuis la console de la cabine de pilotage pour l'atteindre. Les cônes de lumière de la relativité d'Einstein basculent brutalement dans l'absurde. Imaginez lucidement l'horreur absolue et glaçante de cette situation concrète. Le poste de pilotage central du vaisseau spatial humain est physiquement, logiquement et définitivement incapable de communiquer avec la partie avant de sa propre machine motrice. Les signaux informatiques électroniques urgents, voyageant pourtant à la prodigieuse vitesse de la lumière pour alerter les systèmes, sont désespérément et instantanément laissés derrière par la vitesse extravagante de la bulle géométrique elle-même. Il vous est donc mathématiquement et physiquement impossible d'envoyer un simple signal électronique de commande à l'avant du moteur pour freiner d'urgence, pour tourner d'un malheureux degré, ou pour modifier la trajectoire de vol préétablie, ne serait-ce
que d'un infime millimètre. Vous êtes causalement et violemment déconnecté de l'univers physique qui se précipite furieusement vers vous. Dès l'instant précis où vous appuyez nerveusement sur le bouton d'activation pour dépasser la vitesse de la lumière spatiale, vous devenez instantanément aveugle, sourd et totalement paralysé dans le noir absolu. Le vaisseau ne peut absolument plus être piloté par une conscience humaine ou artificielle. Il devient une torpille muette et incontrôlable, fonçant tête baissée dans une obscurité cosmique totale à des millions de fois la vitesse de la lumière, définitivement coupée de toute réalité extérieure. Vous êtes hermétiquement enfermé, vivant dans le cercueil technologique le plus rapide de tout l'univers étoilé. Puis, soudain, le cauchemar frappe. Le vide cosmique absolu n'existe pas. Même dans les abysses nocturnes, les plus profonds qui séparent les majestueux systèmes solaires, l'espace n'est jamais totalement et parfaitement dépourvu de matière. Il est subtilement rempli de ce que les astrophysiciens contemporains appellent le milieu interstellaire. Ce milieu froid est composé de gaz raréfiés, d'atomes d'hydrogène solitaire, de photons vagabonds issus du fond diffus cosmologique et de grains microscopiques de poussière. À l'échelle de nos fragiles sondes spatiales actuelles, cette matière ténue est pratiquement insignifiante et ne pose aucun danger immédiat. Mais lorsque vous voyagez dans une bulle de distorsion à 100 fois la vitesse de la lumière, cette poussière innocente se transforme en l'arme la plus destructrice de l'univers physique. Rappelez-vous la géométrie cruelle du mur de transition de votre bulle d'espace-temps. L'espace y est violemment et artificiellement contracté à l'avant. Lorsqu'une simple particule d'hydrogène ou un misérable photon croise par hasard la trajectoire de votre vaisseau en plein vol supraluminique, il ne rebondit pas doucement sur le blindage de la coque. Il est irrémédiablement happé par l'extrême courbure de la trame géométrique à l'avant de la bulle. Au lieu de traverser pacifiquement la plaine intérieure où se trouve l'équipage, ces particules cosmiques sont brutalement capturées et inexorablement emprisonnées dans l'intense champ de tension de la paroi géométrique avant. Et parce que la bulle se déplace à une vitesse physiquement aberrante et inconcevable, ces particules subissent un phénomène optique et énergétique terrifiant connu sous le nom de décalage vers le bleu relativiste ou blue shift cosmique. Dans la physique classique, lorsqu'une source de lumière ou de matière se précipite vers vous à très haute vitesse, sa longueur d'onde se compresse fortement, augmentant radicalement et dangereusement son énergie intrinsèque. Pour les malheureuses particules piégées à l'avant de la bulle de distorsion, cette compression géométrique est poussée à son paroxysme mathématique absolu. Un simple photon inoffensif de rayonnement micro-ondes flottant dans l'espace depuis la nuit des temps, une fois piégé par la lèvre avant de votre bulle foudroyante, voit son énergie multipliée par des milliards. Il se transforme instantanément en un rayon gamma d'une létalité inimaginable. Un vulgaire atome d'hydrogène acquiert soudainement l'énergie cinétique d'un boulet de canon hypersonique. La densité de ce rayonnement meurtrier ne fait qu'augmenter proportionnellement à la distance interstellaire parcourue. Un voyage très court vers la planète Mars accumulerait assez d'énergie pour fondre instantanément le métal d'une station spatiale. Mais un long saut de 4 années-lumière vers Proxima du Centaure accumulerait une charge géologique létale d'une ampleur purement planétaire. La bulle géométrique agit comme un aspirateur gravitationnel infiniment vorace qui ne se vide jamais
pendant tout le vol. Imaginez un gigantesque chasse-neige industriel, lourdement blindé, roulant à toute vitesse sur une longue autoroute recouverte d'une épaisse couche de neige fraîche. Au tout début de sa course, le chasse-neige repousse facilement et doucement la poudreuse sur les côtés. Mais s'il roule à une vitesse supersonique, la neige physique n'a plus le temps matériel de s'écarter. Elle s'accumule frénétiquement à l'avant de la lame métallique, se compactant sous l'immense pression aérodynamique pour former un bloc de glace dur comme de l'acier trempé, de plus en plus massif, lourd et dangereux. Plus le chasse-neige avance vite et longtemps, plus ce mur de glace mortelle devient dense et inarrêtable, prêt à broyer définitivement tout ce qui osera se trouver sur son chemin. Votre vaisseau spatial à distorsion est exactement ce chasse-neige cosmique, totalement aveugle. À chaque seconde qui s'écoule durant votre long et sombre trajet interstellaire, la face géométrique avant de votre bulle ramasse, compacte et surchauffe chaque particule, chaque atome et chaque rayon de lumière dispersé sur votre chemin céleste. Vous accumulez littéralement un immense tsunami d'énergie radioactive à très haute fréquence juste devant votre pare-brise aveugle. À l'intérieur de la plaine intérieure plate, douillettement protégée par le mur géométrique, votre équipage sourd boit toujours son café chaud en apesanteur, parfaitement inconscient de l'enfer incandescent qui est en train de s'accumuler silencieusement à quelques mètres seulement devant la proue du vaisseau. Vous êtes devenu une torpille muette, poussant implacablement devant elle la puissance de feu concentrée d'une étoile explosée. C'est très exactement ici qu'intervient la tragique mécanique du freinage, le cauchemar logistique absolu de la décélération géométrique. Supposons un instant, par un miracle d'ingénierie qui défie magistralement l'horizon de causalité, qu'un système automatisé préprogrammé ou un minuteur quantique parvienne enfin à couper le réacteur à énergie négative exactement au bon moment. Vous êtes merveilleusement arrivé à votre lointaine destination. L'étoile rouge, Proxima du Centaure, et sa prometteuse planète rocheuse habitable, Proxima b, se trouvent majestueusement devant vous. Le système informatique coupe l'alimentation vitale en matière exotique. L'espace-temps, qui était violemment tordu et contorsionné comme un élastique géant pendant tout le vol, se détend brutalement pour reprendre sa forme originelle, froide et plate. La bulle de distorsion s'effondre lourdement sur elle-même et disparaît à jamais. Le vaisseau spatial s'arrête enfin, flottant silencieusement dans le vide normal, à stricte proximité de la nouvelle Terre vierge que vous rêviez tant de coloniser. Mais que se passe-t-il concrètement avec le mur de glace radioactif? Que devient ce terrifiant tsunami d'énergie pure, de rayons gamma ultra concentrés et de particules hyper accélérées qui étaient solidement piégées dans la tension extrême de la paroi avant? Dans un événement cataclysmique d'une violence insensée, toute la matière et toute l'énergie mortelle accumulées pendant des années de voyage supraluminique aveugle sont instantanément libérées dans la direction exacte de votre trajectoire balistique. Lorsque la géométrie de confinement de la bulle disparaît, la trame de l'espace vomit littéralement cette énergie surchauffée et concentrée. En 2012, une équipe pointue d'astrophysiciens de l'Université de Sydney a publiquement modélisé cet effondrement géométrique spécifique. Leurs conclusions informatiques étaient littéralement glaçantes. L'énergie libérée lors du freinage n'est pas doucement dispersée dans toutes les directions. Elle est redoutablement concentrée dans un faisceau conique extrêmement fin et purement directionnel, exactement comme le rayon mortel d'une arme planétaire de la science-fiction.
mais infiniment plus réel et dévastateur. Toute personne ou toute chose biologique se trouvant malheureusement devant le vaisseau au moment de l'arrêt est mathématiquement condamnée à l'annihilation instantanée. C'est l'équivalent cosmique terrifiant du relâchement brutal de la corde d'un arc tendu à l'extrême limite de la rupture. Un rayon de destruction concentré, un faisceau dense de particules mortelles d'une intensité dépassant de très loin l'explosion simultanée de milliers d'armes thermonucléaires de la plus haute puissance, jaillit directement vers l'avant du vaisseau, frappant la cible infortunée à la vitesse de la lumière. Vous venez d'arriver pacifiquement dans votre nouveau système solaire lointain, le cœur rempli d'espoir pour l'avenir radieux de la civilisation humaine. Mais le faisceau d'énergie mortelle libéré involontairement par votre simple arrêt balaye inexorablement la belle planète habitable située juste devant vous. Il frappe violemment l'atmosphère délicate de la planète cible, la vaporisant instantanément en un plasma géant et bouillonnant. Il stérilise la surface géologique, calcine les continents, fait bouillir les océans d'eau liquide et annihile toute forme de biologie complexe qui aurait pu s'y trouver, et ce, jusqu'à des centaines de mètres sous la roche fondue. Toute vie, qu'elle soit bactérienne primitive ou extraordinairement avancée, est définitivement effacée dans un seul éclair radioactif aveuglant. Votre voyage triomphal et tant attendu de colonisation interstellaire s'est tragiquement transformé en un acte de génocide planétaire absolu, total et complètement involontaire. Vous ne pouvez tout simplement pas freiner votre machine sans raser complètement le monde précieux que vous venez justement de visiter. Vous avez brillamment conçu le vaisseau d'exploration scientifique ultime, mais la géométrie fondamentale de l'univers a cruellement déformé votre création pour en faire l'arme de destruction cosmique massive, la plus terriblement efficace et la plus imparable jamais imaginée par une conscience. Vous vouliez être de simples explorateurs pacifiques. Vous êtes devenus l'extinction. Pour comprendre la véritable condamnation du moteur à distorsion, il faut d'abord observer ce qui se passe à l'intérieur de la cabine pendant le voyage supraluminique. Jusqu'ici, nous avons examiné la bulle géométrique d'espace-temps comme une forteresse impénétrable. Alors, nous avons vu qu'elle protège son équipage humain des accélérations mortelles et que sa coque extérieure désintègre ou repousse tout ce qui se trouve sur son chemin cosmique. Elle ressemble à la perfection mathématique, au bouclier ultime de l'ingénierie humaine. Mais cette impression tenace de sécurité intérieure est la plus grande, la plus pernicieuse des illusions mathématiques. L'architecture spatio-temporelle, même qui vous protège si efficacement du monde extérieur, est très précisément ce qui va vous détruire de l'intérieur, dans une ironie physique d'une cruauté absolue. Rappelez-vous la nature géométrique profondément extrême de cette paroi de confinement. À l'avant précis de votre vaisseau spatial, la trame de l'espace se contracte beaucoup plus vite que la vitesse de la lumière, créant ce que nous avons appelé un horizon de causalité. En termes stricts de mécanique quantique et de relativité générale, ce front géométrique compact se comporte exactement et mathématiquement comme l'horizon des événements d'un véritable trou noir supermassif. Rien, pas même la lumière, ne peut s'en échapper vers l'avant. À l'arrière du vaisseau, la mécanique s'inverse. L'espace s'étend avec une fulgurance extrême, créant ce que les astrophysiciens décrivent comme un horizon de trou blanc, une région théorique dans laquelle aucune matière ni information ne peut pénétrer depuis l'extérieur. Vous naviguez donc, littéralement et physiquement,
irrémédiablement coincé entre un trou noir dévoreur à l'avant et un trou blanc repoussant à l'arrière. C'est très exactement ici qu'intervient une loi implacable et dévastatrice de la thermodynamique quantique. Dans les années 1970, le célèbre physicien théoricien Stephen Hawking a élégamment démontré que les horizons des trous noirs ne sont pas totalement noirs ni totalement inertes. À cause des fluctuations quantiques du vide, ils émettent perpétuellement une forme de chaleur mortelle, la radiation de Hawking-Unruh. Les physiciens théoriciens Stefano Finazzi et Stefano Liberati ont méthodiquement appliqué cette même logique quantique à la géométrie ultra spécifique de la bulle d'Alcubierre. Leurs résultats complexes, publiés dans des revues de physique de pointe sous le regard effaré de leurs pairs, ont définitivement transformé le grand rêve interstellaire en un four crématoire mathématique parfait. Étant donné que la face géométrique interne du mur avant se comporte exactement comme un trou noir en mouvement rapide, elle émet spontanément et continuellement de la radiation de Hawking-Unruh directement vers l'intérieur de la bulle, là où se trouve tragiquement votre vaisseau habité. Et parce que le mur arrière se comporte comme un trou blanc, infranchissable, toute cette redoutable énergie thermique émise est irrémédiablement piégée. Elle rebondit perpétuellement entre les deux parois géométriques infranchissables, créant une boucle de rétroaction mortelle et exponentielle. L'intérieur de votre paisible plaine spatio-temporelle se remplit rapidement et irrémédiablement de particules subatomiques hautement énergétiques, de rayons X mortels et de photons surchauffés. La température ambiante à l'intérieur de la cabine de la bulle, initialement fraîche et rigoureusement contrôlée par les systèmes de survie vitaux, commence à grimper de manière foudroyante. Elle ne s'arrête évidemment pas à quelques milliers de degrés inoffensifs. Les terribles équations de Finazzi et Liberati suggèrent fortement que la température interne atteindrait très rapidement des millions, voire des milliards de degrés Kelvin. L'énergie thermique devient si intense qu'elle rivalise avec le cœur en fusion d'une étoile supergéante bleue. L'équipage ne meurt pas paisiblement d'un manque d'oxygène ou d'un banal dysfonctionnement informatique. Les malheureux astronautes, les précieuses consoles de navigation, les métaux lourds de la coque protectrice et la structure moléculaire même du vaisseau tout entier sont littéralement cuits, désintégrés et vaporisés par la géométrie intime de leur propre moteur miraculeux. La forteresse spatiale invincible devient un four à micro-ondes cosmique hermétique dont il est strictement impossible de s'échapper, puisque les lourdes portes de la bulle voyagent plus vite que la lumière elle-même. Mais supposons un instant le scénario impossible. Même si, par une magie d'ingénierie matérielle encore totalement inconnue de la science moderne, vous pouviez concevoir un bouclier thermique infiniment parfait, capable de résister stoïquement à la température destructrice d'une explosion de supernova, le problème géométrique du ciblage et de la navigation signerait inévitablement votre arrêt de mort. Comme nous l'avons mathématiquement établi, l'équipage humain est totalement aveugle et absolument incapable de modifier sa propre trajectoire d'un seul millimètre, une fois que le bouton de lancement a été nerveusement enclenché. Et le vol à distorsion n'est absolument pas comparable à la navigation traditionnelle d'un navire sur l'océan, où le capitaine humain tourne fermement la barre pour éviter un récif de corail inattendu. Imaginez qu'un redoutable tireur d'élite bande fermement les yeux d'un homme et lui demande de tirer une puissante balle de fusil à travers un champ de tir urbain, rempli de cibles et d'obstacles en mouvement constant. Une fois que la détente de métal est pressée et que la poudre chimique explose violemment,
la trajectoire exacte de la balle de plomb est dictée de manière absolue et impitoyable par la physique balistique la plus pure. La balle stupide ne peut en aucun cas décider de contourner élégamment une cible innocente qui se déplacerait soudainement sur son chemin aveugle. Elle est totalement esclave de son impulsion géométrique initiale. Votre magnifique vaisseau supraluminique d'exploration est exactement cette balle de fusil aveugle tirée à travers le cosmos impitoyable. Avant même d'activer la bulle de distorsion sur la surface de la Terre, les immenses superordinateurs de l'agence spatiale doivent calculer la position exacte, gravitationnelle et tridimensionnelle de chaque étoile massive, de chaque exoplanète errante, de chaque nuage d'astéroïdes mortels et de chaque infime anomalie gravitationnelle située entre notre petit système solaire et Proxima du Centaure. La trajectoire cosmique doit être calculée avec une précision frénétique de l'ordre du micromètre sur une distance vertigineuse de 40 000 milliards de kilomètres de vide. Mais l'univers réel n'est pas une simple carte statique. Il est merveilleusement chaotique et en perpétuel mouvement géologique et gravitationnel. Si une modeste comète non répertoriée ou un sombre astéroïde massif croise malencontreusement votre stricte ligne de vol géométrique pendant les 4 longues années terrestres que dure votre trajet, vous ne pouvez absolument ni le voir venir de loin, ni l'éviter par une manœuvre d'urgence. Votre colossal balle-vaisseau frappera l'obstacle de plein fouet avec la force d'une explosion cataclysmique. La complexe mécanique tensorielle de la distorsion spatiale exige une perfection absolue, une préscience quasi divine que l'humanité biologique ne possédera très probablement jamais de toute son histoire. La toute moindre petite erreur de calcul d'une simple décimale dans un ordinateur à Houston se traduira par une désintégration spectaculaire et instantanée dans les profondeurs glaciales de l'espace profond. L'anatomie géométrique complète de la machine théorique nous révèle enfin son vrai visage d'épouvante. Un piège mortel inéluctable. Une prison hermétique de radiation brûlante. Un lourd cercueil déterministe lancé sans aucun gouvernail. La physique fondamentale et les équations nous permettent bien mathématiquement de courber l'univers à notre guise, mais elle a veillé avec une cruauté presque sadique à ce que l'acte orgueilleux de plier l'espace tue instantanément celui qui s'y risque. Vous pensiez avoir vaincu les distances. L'univers a gagné. Pendant des siècles d'évolution intellectuelle, l'humanité a naïvement cru que la conquête des étoiles lointaines était un défi purement spatial, une simple et banale question de distance kilométrique astronomique et de propulsion mécanique brute. Mais la brillante théorie de la relativité d'Albert Einstein nous a brutalement et irrévocablement révélé, à travers la froideur implacable de ses équations mathématiques non linéaires, que le véritable champ de bataille cosmique de l'exploration interstellaire n'est absolument pas l'espace vide, c'est le temps lui-même. Nous touchons très exactement ici au cœur palpitant et angoissant du grand paradis perdu du moteur à distorsion. Jusqu'à présent, dans l'histoire de notre science, nous avons traité la trame de l'univers physique comme s'il s'agissait d'une simple toile de fond géométrique inerte. Une banale scène de théâtre tridimensionnelle rigide sur laquelle les astres, les planètes géantes et nos minuscules vaisseaux spatiaux se déplacent de manière prévisible. C'est le lourd héritage intellectuel de la pensée du grand Isaac Newton. Mais en 1915, Albert Einstein, s'appuyant sur les travaux géométriques de son ancien professeur de mathématiques Hermann Minkowski, a définitivement détruit cette illusion humaine réconfortante avec la relativité générale. Il a mathématiquement
et physiquement fusionner les trois dimensions classiques de l'espace physique, abstrait, avec la dimension invisible et unidirectionnelle du temps. Il a créé de toutes pièces une seule et unique entité géométrique indivisible, un tissu cosmique dynamique et malléable que nous appelons aujourd'hui l'espace-temps. Imaginez très concrètement une magnifique tapisserie ancienne, magistralement et minutieusement tissée à la main par un maître artisan. Les milliers de fils de soie horizontaux représentent la distance physique mesurable entre les galaxies. C'est l'espace. Les milliers de fils de soie verticaux, étroitement et inextricablement entrelacés avec les premiers, représentent le flux inéluctable et continu des secondes, des années et des millénaires. C'est le temps. Dans la vision de la physique classique, vous pensez pouvoir voyager pacifiquement le long d'un fil horizontal, abstrait, sans jamais perturber les fils verticaux. Bon. Mais la réalité relativiste de notre univers est infiniment plus cruelle. Les fils cosmiques sont si intimement et si solidement noués ensemble par la gravité qu'il vous est physiquement et logiquement impossible de tirer violemment sur un fil spatial pour raccourcir artificiellement une distance cosmique, sans déformer de manière grotesque, tordre sauvagement et déchirer irrémédiablement le fil temporel qui lui est indéfectiblement associé. Plier brutalement l'espace, c'est obligatoirement, mathématiquement et logiquement briser le temps. C'est très précisément à ce carrefour mathématique que le génial moteur géométrique imaginé par Miguel Alcubierre passe tragiquement du statut de merveilleuse machine d'exploration dangereuse à celui d'aberration philosophique totalement monstrueuse. Une règle mathématique absolue, universelle et inviolable de la relativité restreinte stipule une vérité extraordinairement troublante. Tout objet matériel, toute onde ou toute information binaire qui voyage à travers la trame de l'univers a une vitesse strictement supérieure à la vitesse de la lumière, dans le vide, quelle que soit l'ingéniosité de la technologie déployée ou la ruse géométrique exotique utilisée, voyage littéralement et mathématiquement vers le passé de l'univers. Il n'y a absolument aucune exception connue à cette loi cosmique d'airain. Le vol supraluminique utopique et le voyage dans le temps vers le passé ne sont pas deux concepts de science-fiction théorique distincts. Dans l'architecture fondamentale des équations d'Einstein, ils sont exactement, fondamentalement et mathématiquement le même phénomène physique singulier, appelé la rétrocausalité relativiste. Lorsque votre gigantesque vaisseau à distorsion crée laborieusement sa monstrueuse bulle de matière exotique négative et commence à dévorer voracement la distance cosmique à des dizaines de millions de fois la vitesse absolue de la lumière spatiale, vous ne faites pas que vous déplacer d'un banal point A à un point B de manière ultra rapide. Vous piratez et vous trichez délibérément avec la géométrie temporelle stricte de l'univers. Pour votre propre équipage d'astronautes, hermétiquement enfermé dans la plaine intérieure protectrice de la bulle de distorsion, le temps continue de s'écouler tout à fait normalement et linéairement vers l'avant. Vos montres numériques font tic-tac avec une précision redoutable. Vous respirez calmement votre oxygène de synthèse. Vous vieillissez biologiquement et paisiblement de quelques petits jours pendant ce long trajet vers le lointain système de Proxima du Centaure. L'illusion cognitive et physique de la normalité est absolument parfaite à l'intérieur de la cabine. Mais pour le tissu global et immense de l'univers matériel situé à l'extérieur de votre terrible bulle, vous venez de commettre le crime chronologique ultime. En dépassant effrontément le plus rapide des faisceaux de lumière, vous sortez physiquement
brutalement et illégalement de ce que les physiciens théoriciens appellent le cône de lumière, passé de votre propre point de départ terrestre. Le cône de lumière géométrique est la frontière mathématique absolue qui sépare strictement les événements qui ont déjà physiquement eu lieu de ceux qui n'ont pas encore eu lieu, définissant la sacro-sainte causalité logique du cosmos. En brisant aveuglément cette barrière lumineuse avec la formidable puissance de votre moteur à distorsion, vous vous insérez violemment dans des régions éloignées de l'espace-temps, qui, du point de vue d'un astronome sur la Terre, appartiennent encore au futur abstrait. Forbide, mais pour vous, depuis votre nouveau point de vue supraluminique déformé, ces événements non advenus deviennent soudainement votre présent immédiat et tangible. La précieuse notion de simultanéité universelle est pulvérisée. L'ordre logique et chronologique fondamental des événements cosmiques se disloque totalement sous vos yeux. Si vous voyagez aveuglément vers la majestueuse galaxie d'Andromède à une vitesse totalement folle, disons 10 millions de fois la sacro-sainte vitesse de la lumière, vous pourriez atterrir triomphalement sur une planète rocheuse lointaine et regarder calmement le ciel nocturne étranger. À cause de l'inversion géométrique cauchemardesque des axes fondamentaux de temps et d'espace générés par votre vitesse aberrante, vous pourriez, avec un puissant réseau de télescopes optiques, observer la fine lumière provenant de notre propre galaxie de la Voie lactée. Vous pourriez voir se dérouler sous vos yeux stupéfaits des événements historiques grandioses qui, sur votre planète Terre natale, ne se sont pas encore matériellement produits. Mais la véritable horreur aliénante, le vertige philosophique absolu qui anéantit l'esprit humain, survient lorsque vous décidez finalement de rentrer chez vous après votre audacieuse mission. Si le vol spatial supraluminique est géométriquement et intrinsèquement une forme de voyage dans le temps vers le passé, alors un voyage cosmique aller-retour à travers l'immensité de la galaxie crée inévitablement une boucle logique infernale et insoluble. En concevant sur ordinateur le trajet géométrique parfait, en ajustant précisément l'angle tensoriel de votre bulle de distorsion mortelle et en jouant adroitement avec la puissante gravité des trous noirs supermassifs rencontrés, il est mathématiquement et froidement garanti que vous pouvez revenir vivant sur la planète Terre. Mais la tragédie absolue est que vous ne reviendrez jamais à la date précise où le centre de contrôle inquiet vous attend. Vous atterrirez lourdement sur la Terre des années, voire des décennies terrestres entières, avant même d'avoir appuyé sur le funeste bouton de décollage de votre propre vaisseau. Vous deviendrez instantanément une anomalie chronologique impossible, un terrifiant fantôme temporel de chair, d'os et de métal lourd, marchant désorienté sur une jeune planète, où vous existez déjà, physiologiquement, en double. La glorieuse exploration spatiale, le but initial, pur et noble de votre machine scientifique géante, s'est violemment effacé devant une réalité académique terrifiante. Le moteur à distorsion d'Alcubierre est, par sa nature même, la machine à remonter le temps la plus puissante, la plus paradoxale et la plus destructrice que le fragile intellect humain ait jamais conceptualisée. Vous pensiez fièrement vous diriger vers de nouvelles étoiles scintillantes. Le passé vous attend. En 1994, lorsque Miguel Alcubierre a publié sa célèbre métrique, la communauté scientifique internationale pensait sincèrement avoir enfin trouvé la faille géométrique parfaite pour conquérir pacifiquement l'espace lointain. Mais cette audacieuse équation tensorielle n'était en réalité que le début de la guerre la plus brutale jamais livrée contre la logique fondamentale de la conscience humaine. Pour comprendre l'ampleur apocalyptique de ce conflit, nous devons plonger dans l'aspect le plus sombre et le plus controversé de la relativité générale,
la création mathématique spontanée de courbes fermées de type temps, ou CTC dans le jargon des physiciens théoriciens. Une CTC n'est pas une simple trajectoire physique à travers le vide spatial. C'est une boucle géométrique fermée, tissée directement dans la trame de l'espace-temps elle-même. Un chemin mathématique qui, si vous le suivez fidèlement, vous ramène inexorablement non seulement à votre point de départ géographique exact, mais surtout à votre point de départ temporel initial. C'est le Saint Graal empoisonné du voyage dans le temps. Comme nous l'avons minutieusement démontré, tout vaisseau spatial capable de violer impunément la limite sacrée de la vitesse de la lumière génère inévitablement de la rétrocausalité. Si vous programmez judicieusement les immenses ordinateurs de navigation de votre vaisseau à distorsion pour effectuer un vol circulaire extrêmement précis entre la Terre, le système de Proxima du Centaure, l'étoile Sirius et enfin un retour direct vers la Terre, vous n'êtes plus un simple astronaute. Vous devenez le passager d'une machine à créer des CTC. En exploitant les différences de vitesse relatives et les champs gravitationnels intenses de ces étoiles massives comme des frondes temporelles, votre vaisseau supraluminique peut parfaitement compléter cette vaste boucle interstellaire et atterrir doucement sur la base de lancement de Cap Canaveral. Mais voici la véritable fracture de la réalité, selon les équations les plus strictes de la physique relativiste. Vous atterrirez sur le sol terrestre un mardi, alors que vous avez officiellement décollé le jeudi suivant. Vous êtes physiquement revenu sur votre propre planète natale 48 heures terrestres entières avant même d'avoir enclenché la terrifiante séquence d'allumage de votre moteur. Et c'est très exactement à cette seconde fatidique que l'univers physique se heurte violemment au célébrissime paradoxe de l'ancêtre, plus communément appelé le paradoxe du grand-père. Imaginez lucidement la scène. Vous sortez triomphalement de votre lourd vaisseau spatial après votre épique voyage interstellaire supraluminique. Vous respirez l'air frais de la Floride. Vous regardez vers l'immense pas de tir situé à quelques centaines de mètres de vous. Et là, stupéfait, vous apercevez une copie physiquement exacte de votre propre vaisseau, rempli de carburant, avec une version plus jeune de vous-même, assise naïvement dans le poste de pilotage, se préparant fébrilement à décoller 2 jours plus tard. La tentation philosophique est immense. Que se passe-t-il si, pris d'une crise de folie soudaine ou d'une profonde terreur métaphysique face à cette absurdité, vous décidez de saboter le vaisseau sur le pas de tir? Que se passe-t-il si vous tirez au lance-roquettes sur la précieuse coque métallique de l'engin, le détruisant totalement avant qu'il ne puisse jamais quitter la gravité terrestre, qui relie théoriquement l'univers tout entier, selon les élégants travaux mathématiques de Maldacena et Susskind. Aujourd'hui même, des équipes passionnées de jeunes chercheurs utilisent déjà ces tout premiers prototypes balbutiants d'ordinateurs quantiques expérimentaux pour simuler des modèles mathématiques rigoureusement simplifiés de véritables trous de verre holographiques subatomiques. Ils ne créent absolument pas un véritable trou de verre gravitationnel dans leur propre laboratoire académique. Cela nécessiterait au minimum l'énergie destructrice d'une galaxie entière, mais ils manipulent l'information quantique d'une manière strictement identique à celle dont une petite particule physique traverserait un véritable pont d'Einstein-Rosen spatial. Nous apprenons très patiemment, rigoureusement, qubit par qubit, équation par équation, le véritable alphabet de la téléportation quantique de l'information fondamentale de l'univers. Nous manipulons déjà doucement la trame holographique microscopique
du grand cosmos sans jamais avoir besoin de recourir à la violence d'un propulseur à antimatière ou aux énergies apocalyptiques d'un moteur à distorsion suicidaire inventé par Alcubierre. L'ère très romantique et extrêmement brutale du feu de camp technologique. L'ère arrogante où nous pensions que l'unique façon d'explorer le cosmos consistait à brûler des tonnes de carburant pour repousser par la force la masse métallique d'une fusée, touche à sa fin. Nous entrons, avec prudence et émerveillement, dans l'ère élégante de la topologie fondamentale et de l'information quantique pure. Les glorieux successeurs des courageux astronautes américains des missions Apollo ne porteront très probablement jamais de lourdes combinaisons spatiales pressurisées pour s'asseoir très anxieusement au sommet dangereux de gigantesques bombes. Ce seront des ingénieurs quantiques, de véritables architectes de l'espace-temps, capables de tisser et de détisser avec élégance l'intrication même de la dure matière pour abolir la distance spatiale. Les tout prochains chapitres héroïques de la véritable épopée stellaire humaine ne s'écriront jamais dans les sombres gaz d'échappement d'un puissant moteur relativiste défectueux. Ils s'écrivent silencieusement, à la froide lueur des lasers de LIGO, dans les masses de données des radiotélescopes de l'EHT, et au cœur gelé des processeurs quantiques supraconducteurs. L'univers cosmique nous a sévèrement interdit de le violenter avec nos lourdes machines, mais il nous a toujours invités à le comprendre avec l'intelligence de notre esprit. Les outils indispensables pour enfin déchiffrer avec succès son grand code source mathématique ultime sont déjà fermement entre nos mains, et chaque nouvelle puissante vague gravitationnelle détectée, chaque nouveau trou noir supermassif photographié, chaque nouveau qubit intriqué nous rapproche inexorablement et mathématiquement des véritables étoiles brillantes. La chasse est ouverte. Pendant des millénaires d'histoire, nous avons cru naïvement que notre ultime accomplissement galactique consisterait à planter un drapeau sur la surface rocheuse d'une exoplanète lointaine. Mais en réalité, l'architecture vertigineuse de l'univers nous murmure une vérité philosophique beaucoup plus difficile à accepter. La véritable conquête des étoiles exigera d'abord que nous abandonnions presque tout ce qui fait de nous de fragiles êtres humains. L'ouverture théorique d'un somptueux pont d'Einstein-Rosen ou l'exploitation magistrale de la bouillonnante mousse quantique résout brillamment le problème du temps et de la distance, mais elle soulève immédiatement un gigantesque mur éthique et évolutif totalement insurmontable pour notre biologie. Même si nous parvenons un beau jour à stabiliser l'entrée circulaire d'un trou de verre macroscopique dans l'orbite de Jupiter, l'environnement gravitationnel à l'intérieur immédiat de ce tunnel topologique sera d'une violence mathématique absolument inouïe. Nos faibles corps biologiques terrestres, qui sont essentiellement composés de délicates poches d'eau salée, d'os incroyablement cassants et de cellules organiques mortelles parfaitement adaptées à la douce gravité protectrice de la Terre, seraient instantanément déchiquetés. Ils seraient impitoyablement broyés, étirés par la spaghettification gravitationnelle et réduits en bouillie subatomique par les forces de marée du trou de verre. La dure réalité de la physique cosmique est que l'espace profond n'a absolument pas été conçu avec tendresse pour la fragile viande humaine. Cela nous confronte directement, froidement et sans aucune échappatoire possible, au spectre inévitable et vertigineux de l'évolution post-biologique. Pour espérer survivre, ne serait-ce qu'une milliseconde à la traversée titanesque d'un pont d'Einstein-Rosen, ou pour réussir à surfer indemne sur les vagues chaotiques de l'intrication quantique sans déclencher une catastrophe temporelle, notre espèce tout entière devra très probablement abandonner son primitif berceau de chair et de sang.
l'astronaute héroïque du futur stellaire lointain ne sera définitivement pas un homme courageux respirant bruyamment de l'oxygène dans un lourd scaphandre blanc. Ce sera une conscience artificielle, un esprit humain numérisé, purifié de sa biologie faillible, traduit en pure séquence d'informations quantiques et projeté à travers le réseau cosmique. C'est très exactement ici que la définition conceptuelle même du voyage spatial humain se métamorphose totalement. Si la magistrale hypothèse unificatrice EER et EPR est correcte et que l'univers froid est véritablement connecté par des milliards de fils d'intrication instantanée, pourquoi s'obstiner à déplacer physiquement de la masse baryonique? Dans l'économie absolue du cosmos, déplacer des atomes de fer d'un système stellaire à un autre est un gaspillage d'énergie d'une vulgarité technologique sans nom. Une véritable civilisation galactique mature, ayant compris l'élégance de la physique, ne voyage plus jamais dans de lourds vaisseaux de métal polluants. Elle téléporte simplement sa conscience collective et son information vitale à travers les trous de verre quantique préexistants. L'exploration de la galaxie d'Andromède ne consistera pas à y envoyer une coûteuse flotte de vaisseaux coloniaux lents et vulnérables, mais à y projeter instantanément notre code mental holographique pour habiter des avatars synthétiques, indestructibles, construits sur place par des sondes. Mais pour espérer atteindre ce stade quasi divin de maîtrise topologique absolue et de liberté informationnelle, l'humanité devra obligatoirement et douloureusement gravir les échelons impitoyables de la célèbre échelle de Kardashev. Actuellement, nous ne sommes qu'une primitive civilisation de type 0, grattant pathétiquement la surface de notre planète pour y brûler les restes carbonisés de dinosaures morts. Pour manipuler délibérément l'intrication quantique à grande échelle ou pour stabiliser un trou de verre affamé, nous devrons impérativement devenir une majestueuse civilisation de type 2, technologiquement capable de capturer et de dompter en temps réel la totalité de l'énergie de rayonnement de notre Soleil, probablement grâce à la construction d'une vaste mégastructure stellaire appelée une sphère de Dyson. Et pour naviguer librement et sans entrave sur le vaste réseau cosmique de l'univers entier, nous devrons incontestablement atteindre le sommet du type 3, maîtrisant et canalisant la puissance énergétique de la galaxie tourbillonnante tout entière. Ces immenses exigences énergétiques et philosophiques posent une dernière question glaçante qui clôture brutalement notre longue réflexion mathématique sur le moteur à distorsion. L'univers a formellement interdit tous les raccourcis faciles. Il a construit l'espace-temps comme un grand filtre cosmique impitoyable conçu pour détruire les civilisations arrogantes qui tentent de forcer ses lois avec des moteurs relativistes, suicidaires, tout en laissant la porte ouverte aux civilisations pures, capables de manipuler l'information quantique. Si, pour survivre aux distances effrayantes et insondables entre les majestueuses étoiles lointaines, nous devons obligatoirement renoncer à nos fragiles corps biologiques, fusionner irrévocablement avec l'intelligence artificielle froide et exister pour l'éternité uniquement sous l'étrange forme de lumière pure et de mathématiques quantiques intriquées. Alors, qui est-ce qui explorera véritablement le cosmos? L'humanité immortelle aura techniquement vaincu l'univers mortel, mais le prix philosophique absolu de cette victoire éclatante sera de cesser à jamais d'être humaine. Le voyageur stellaire glorieux du futur ne sera qu'un vague souvenir numérique lointain de ce que nous étions autrefois, pleurant sur une planète perdue. Notre corps restera ici. En 1994, le brillant physicien Miguel Alcubierre
pensait sincèrement nous avoir offert le rêve humain ultime, une faille mathématique parfaite pour conquérir les étoiles lointaines par la simple force brute et la vitesse mécanique. Mais aujourd'hui, à la lumière particulièrement froide de la physique quantique et des paradoxes temporels destructeurs, nous comprenons enfin que sa célèbre équation tensorielle n'était absolument pas une solution pratique d'ingénierie spatiale. C'était un miroir géométrique impitoyable tendu à notre propre arrogance cosmique. Si nous avons été si profondément, si aveuglément séduits par le concept brutal et énergivore du moteur à distorsion pendant de longues décennies, c'est parce qu'il répondait directement à notre angoisse existentielle la plus primitive. Face à l'immensité écrasante, silencieuse et glaciale du cosmos, et face à la certitude mathématique absolue de la mort future de notre propre étoile solaire, nous sommes fondamentalement terrifiés. Depuis l'aube de notre évolution, nous avons toujours survécu en dominant, en forçant et en détruisant notre environnement matériel immédiat pour avancer. Nous cherchions donc désespérément un énorme canot de sauvetage métallique, un moyen mécanique de fuir lâchement notre condition mortelle et notre planète condamnée, sans avoir à changer notre propre nature intérieure destructrice. Nous voulions bêtement traverser la pureté de la galaxie avec exactement la même brutalité primitive que celle que nous avons utilisée pour traverser nos propres océans terrestres, en brûlant violemment du carburant et en forçant agressivement le passage. Le moteur à distorsion restera à jamais dans l'histoire de la pensée humaine comme le symbole ultime et pathétique de notre tumultueuse adolescence technologique. Nous avons littéralement et fièrement essayé d'appliquer la logique lourde, polluante et agressive des locomotives, à vapeur, de la combustion chimique et de la force cinétique à la trame géométrique la plus délicate, la plus complexe et la plus infiniment mystérieuse de l'univers physique. Et nous avons logiquement échoué de manière spectaculaire. L'univers mathématique s'est formellement opposé à notre pathétique violence spatiale. Il a dressé devant nous le mur aveuglant et paralysant de l'horizon de causalité. Il a transformé la simple poussière interstellaire inoffensive en une arme de destruction planétaire absolue. Et surtout, par le biais majestueux de la conjecture de protection chronologique, le vide quantique local lui-même s'est violemment soulevé pour incinérer notre arrogance spatiale, interdisant à jamais la création de boucles temporelles destructrices. Mais cet échec mathématique retentissant, cette impossibilité mécanique absolue, est en réalité la plus magnifique, la plus poétique et la plus porteuse d'espoir de toutes nos découvertes scientifiques modernes. En nous interdisant formellement et sévèrement de plier violemment l'espace pour tricher arrogamment avec la lumière, l'univers ne nous a absolument pas condamnés à mourir misérablement et silencieusement sur cette petite planète rocheuse. Il nous a simplement et patiemment forcés à regarder beaucoup plus profondément dans sa majestueuse structure intime. En brisant de force notre rêve naïf de vitesse supraluminique mécanique, il nous a majestueusement révélé l'existence insoupçonnée de la mousse quantique, la sublime élégance topologique des ponts d'Einstein-Rosen, et la beauté vertigineuse de l'hypothèse unificatrice ER-EPR. L'espace-temps n'est définitivement pas un désert vide et mort qu'il faut traverser à toute vitesse dans une capsule d'acier étouffante. C'est un gigantesque réseau neuronal, holographique, palpitant et intimement intriqué, qui n'attend sagement que d'être déchiffré par une conscience évoluée. Au tout début de notre voyage, je vous avais fait une promesse précise. J'avais dit, aujourd'hui,
nous allons découvrir ce qu'est réellement le moteur à distorsion et pourquoi il ne nous sauvera même pas des distances insondables entre les étoiles. La promesse est tenue, la réponse est là. Le salut cosmique ne viendra jamais de la mécanique brute. Nous ne voyagerons très probablement jamais vers la majestueuse galaxie d'Andromède en tant que conquérants, fiers, organiques et biologiques, enfermés comme des prisonniers dans des boîtes de métal lourd propulsées par la destruction violente de la matière. Si un jour lointain et glorieux l'esprit humain, ou son lointain héritier numérique, atteint véritablement les étoiles scintillantes qui parsèment notre ciel nocturne, ce sera uniquement parce que nous aurons finalement et humblement accepté de déposer nos outils mécaniques primitifs et bruyants. Nous aurons patiemment appris, avec l'humilité absolue et le profond respect des véritables explorateurs cosmiques, à parler le langage silencieux et parfait de l'information quantique et de la géométrie pure. Nous aurons définitivement compris que pour survivre et traverser l'infini cosmique, il ne faut jamais lutter avec arrogance contre les puissantes vagues de l'espace-temps, mais accepter de s'y dissoudre pour devenir l'océan lui-même. Êtes-vous prêt à devenir la pure lumière? Non, nous regardons les étoiles en espérant y trouver un nouveau foyer. Mais la physique quantique nous rappelle que la distance n'est pas un ennemi à vaincre, c'est un code à déchiffrer. Et vous, depuis quel endroit du monde regardez-vous le ciel ce soir? Écrivez-le en commentaire avec l'heure qu'il est chez vous et dites-nous ce que vous apercevez au-dessus de votre toit. Si vous aimez explorer les immensités qui nous entourent, abonnez-vous à la chaîne. C'est ce qui nous permet de continuer ce travail de vulgarisation. Le prochain épisode des Frontières du ciel nous emmènera vers le nuage d'Oort pour découvrir sa véritable dimension et comprendre pourquoi notre système solaire ne se termine peut-être jamais vraiment. Prenez soin de vous, gardez cette géométrie cosmique en tête et à très bientôt pour une nouvelle traversée du ciel.